Cette vidéo-ci va parler de ce que c'est qu'une combinaison linéaire, qu'on appelle communément une combili. Donc combinaison dit de combinaison linéaire qu'on retrouve dans pas mal de matières et qui est fondamentale en mathématiques. En mathématiques, la combinaison linéaire est très importante. Donc c'est de cela que va traiter donc cette vidéo de combinaison linéaire. Bon. Alors avant de toute chose, pour aborder les combinaisons linéaires, il faut savoir avant tout ce qu'est un espace vectoriel. Or, l'espace vectoriel a été traité. C'est-à-dire qu'il s'agit de deux ensembles. On joue avec deux ensembles, enfin on manipule deux ensembles, parce que chaque fois que je dis on joue, ben en fait on ne joue pas. En fait, on manipule deux ensembles, un qu'on appelle l'ensemble E et un qu'on appelle l'ensemble K. Alors, l'ensemble E, bien sûr, il possède sa loi plus, que je vais distinguer de la loi plus de K. Ils ont tous les deux une loi de plus. Hein. Donc, on sait additionner ces deux lois. Alors, ET plus est un groupe commutatif. Et K plus fois est un champ. C'est-à-dire ici il y a deux lois, hein. Il y a la loi K+, qui est un groupe commutatif bien sûr, et K0 plus est K0 fois est un groupe aussi. Donc en fait on a la totale, on a trois groupes ici, hein. Trois groupes avec trois lois, la loi plus de E, la loi plus de K, la loi fois de K. Il y a trois lois. Alors il y a trois groupes commutatifs, mais il y a aussi des interrelations. Déjà, entre la loi plus et la loi fois pour former ce qu'on appelle un anneau, hein, avec la distributivité. Et ensuite, il y a les critères d'espace vectoriel qui a une relation entre E et K. Bon. Et alors, pour définir un espace vectoriel, il y a quatre petits critères à élaborer. Et on a un espace vectoriel quand on a ces quatre critères. Et là, je vous dirais d'aller voir la vidéo sur les espaces vectoriels. Et les critères pour répondre à ce qu'est un espace vectoriel. Alors, dès le moment où le champ ici qui est un corps commutatif, c'est un corps commutatif, hein, donc avant d'être un corps c'est un anneau, voilà, et donc on a un corps commutatif, donc un champ K plus fois, et un ensemble, un espace vectoriel sur le champ K plus fois. Donc on a deux ensembles, et dès le moment où on a les quatre critères qui sont où il y a les quatre critères qui sont établis, hein, si l'espace répond aux quatre critères, mais vraiment aux quatre critères, il ne faut pas qu'il en réponde en trois et un on laisse tomber, non, c'est les quatre critères. Quand on a les quatre critères, ben, on a ce qu'on appelle un espace vectoriel. Et dès le moment où on a un espace vectoriel, de E sur le champ K plus fois, eh bien, les éléments de E sont appelés les vecteurs. Dès le moment où les quatre critères sont... dès le moment où les quatre critères... l'espace vectoriel répond aux quatre critères, enfin, voilà, quand on a l'espace vectoriel, c'est qui répond aux quatre critères, mais une fois qu'on a les quatre critères, ben, on peut dénommer l'ensemble des éléments de E des scalaires, des vecteurs. Donc ici, c'est ce qu'on appelle des vecteurs. Alors les éléments de K seront ce qu'on appelle des scalaires. Voilà. Donc, mais pour appeler l'ensemble K des scalaires et l'ensemble E des vecteurs, il faut qu'ils répondent aux quatre critères. Il faut que ce soit un espace vectoriel. Parce que si vous n'avez pas un espace vectoriel, on ne parle pas de vecteur ni de scalaire. Donc c'est après avoir répondu aux exigences d'espace vectoriel que l'on peut dénommer E des vecteurs et l'ensemble K dénommer l'ensemble des éléments qui constituent l'ensemble K des scalaires. Et là, les éléments qui constituent l'ensemble E des vecteurs. Donc on pourra dénommer des vecteurs et des scalaires. Vecteurs qui généralement se représentent avec une barre au-dessus. Voilà, ceci c'est un vecteur qui est le vecteur U. Donc de quel ensemble fait-il partie? De cet ensemble-là. Alors, les critères d'espace vectoriel disent aussi que quand on multiplie un scalaire avec un vecteur, si je prends un scalaire alpha
avec un vecteur U, mais celui-ci, il appartient au scalaire K. Celui-ci, il appartient à l'espace vectoriel E. Bien, l'ensemble, le résultat est dans E. Voilà, l'ensemble est dans E. Alpha fois U est un vecteur. Alpha fois U est un vecteur. Bon, alors ici, moi, je prends des éléments de E, je prends une partie, je vais raisonner en tant que partie, ensuite en tant que famille. Je vais raisonner en tant que partie, ensuite en tant que famille. Bon. Quand il s'agit d'une partie, il n'y a pas d'indice. Donc, j'aurai la partie que je vais prendre ici, et la partie que je vais prendre ici, voilà. Il n'y a pas d'indice. Il n'y a pas d'indice. Quand je prends P, c'est une partie. Ben, ici, c'est une partie de E. Voilà. Et ça, c'est une partie de K. Voilà. C'est une partie de E et une partie de K. Alors, ici, il y a des vecteurs à l'intérieur que je vais appeler U, V, 3 petits points, etc. UV, enfin UV, W, voilà, Z. Ça, ce sont les vecteurs de ma partie. Voilà. Ouais, ici c'est mal défini. Parce que j'en veux en extraire, je vais en extraire un ici. Alors, on va appeler ça U. Non. Je vais changer de dénomination parce qu'après, je risque d'avoir un problème de recherche pour avoir des lettres. Parce que si j'appelle de U à Z, bon, voilà le problème des parties, c'est ça. Bon, je vais appeler la première lettre X, la seconde Y, ouais, et la dernière Z. De telle manière que là-dedans, ouais, la dernière, c'est qu'il y en a plusieurs, hein, c'est ça que je veux dire. Hein. Voilà, il y a plusieurs vecteurs, il y en a peut-être 100, 200, peut-être 1000, peut-être 3, peut-être 4. Bon, ça va de X. Bon, il y en a un nombre fini de vecteurs. Il y a un nombre fini de vecteurs. Voilà, donc dans ma partie, c'est X, Y, 3 petits points, jusque Z. Il y en a une quantité de vecteurs. Voilà. Alors, en dehors de ça, dans ma partie, il y en a toujours un qui est un vecteur que je vais appeler U. Voilà. Alors, la partie P, vous comprendrez que la partie P est inclue, mais peut-être aussi égale à E. Je peux prendre tout E. Hein. Voilà, je peux prendre tout E. C'est pas limité, c'est pas limitatif. Je peux prendre tout E. Voilà. Alors, cette partie P là, où j'ai cette fois-ci alpha, bêta, 3 petits points, voilà, etc. Il y en a peut-être 10, 15, 20, 30, peu importe. J'appelle alpha, bêta, gamma, etc. Voilà, qui font partie de la partie P. Et encore une fois, là, la partie là, qui n'est pas la même que celle-là, bien sûr, la partie ici est inclue ou égale à K. À K. Bon, mais ici, j'ai pas besoin de former une partie. Hein. On verra bien si j'en ai besoin ou pas de partie ici. Mais en tout cas, là, j'ai une partie. Vous allez voir pourquoi j'ai une partie. Là, je ne suis pas obligé de prendre une partie. Bon, de toute façon, j'ai mis une condition P inclus ou égal à K. Donc, ça, je peux prendre tout K, comme je peux laisser des scalaires dedans. Hein, c'est pas un problème. Donc, je peux prendre une partie, comme je peux prendre, comme le nom l'indique, partie, je peux prendre une partie, comme je peux en laisser une partie. Je peux en prendre, en extraire une partie, l'exploiter ou en laisser une partie. Voilà. Et à ce moment-là, la notion de combinaison linéaire, eh bien, ça va être de prendre un alpha et de multiplier avec de prendre un alpha, c'est-à-dire un opérateur. Ça, c'est l'ensemble des opérateurs. L'ensemble des cas, les éléments de cas sont appelés des opérateurs quand ils agissent sur le vecteur. Donc, c'est un opérateur qui va agir sur... Et généralement, c'est la loi fois, vous aurez compris que c'est une multiplication. Hein. Généralement, ce sera une multiplication. Mais moi, je dis un opérateur qui agit avec x pour donner alpha x. Voilà. Ensuite, je lui fais subir l'addition, mais pas celle-là. Celle-là. Celle de E, et non pas celle de... Pourquoi celle de... Je vais vous expliquer tout de suite. Je vais dans un premier temps mettre T+. Alors j'aurai, bien sûr, bêta, Y, voilà, plus bêta, Y, plus 3 petits points, et ainsi de suite.
et ainsi de suite. Ben, on peut le faire avec beaucoup d'éléments. Hein. On peut l'écrire avec beaucoup d'éléments. Voilà. Alors, là j'aurai gamma Z. Voilà. Alors la première des choses à voir, à constater, qu'est-ce que c'est? C'est que je vous ai dit, on a à faire un espace vectoriel. Un espace vectoriel, ça c'est un scalaire, il appartient à K. Lui c'est un vecteur, il appartient à l'ensemble E. Et que l'opération ici, quand je fais agir l'alpha avec le vecteur X, mais ça va me donner un vecteur, il appartient à E. Donc ceci est un vecteur. Donc si ceci est un vecteur, ben, fatalement ceci appartient à E, c'est un vecteur. Et tout ça appartient à E. Donc je vais faire agir quelle loi plus? Mais la loi plus de celui-ci, parce que c'est tout des vecteurs. Je vais sommer des vecteurs. Donc quand on somme des vecteurs, ben, c'est la loi plus d'ici et pas la loi plus de là. Donc, mais maintenant, s'il n'y a pas d'ambiguïté, ben, le plus de E, je peux le remplacer, non pas par T+, mais par plus comme ceci. On sait bien que c'est la loi plus de E. Ça, c'est quand il n'y a pas plus d'ambiguïté. Alors, si... voilà. Donc, tout appartient à E. Et donc, la somme de tous ces vecteurs-là, s'il est égal à un vecteur, par exemple, U, en dehors de la partie, hein, ou à l'intérieur de la partie, peu importe. Le U peut être dedans ou à l'extérieur. Hein. Bon, c'est pas limitatif. Voilà. De toute façon, si j'ai mis P inclus ou égal à E, si je prenais tout E, ben le tout E, mais voilà, si ma partie est tout E, ben le U il est dans E. Voilà. Il est dans E, mais il est aussi dans P, parce que P vaut E. Si P vaut E, U est dans E et il est dans P. Bon, le U peut-être, je veux dire par là que le U peut être à l'intérieur de la partie ou à l'extérieur, ça change rien, ça. C'est pas ça qui, je veux dire, c'est pas ça qui change. Alors, maintenant, ça veut dire que la somme de vecteurs va donner un vecteur. Et cette écriture-là, voilà, est une combinaison linéaire. Mais, en termes de partie. En termes de partie, c'est un petit peu embêtant parce que ici j'ai une lettre X, une lettre Y, et puis entre-temps, il y a plein de valeurs qui font ceci. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de valeurs qui vont jusque gamma Z. Pourtant, on croirait que bon, il y en a que 3, X, Y, Z. Ça, c'est quand on parle en termes de partie. Quand on parle en termes de partie, il n'y a pas d'indice. Donc, il est difficile d'exploiter, je veux dire, les notions indicielles. Enfin, on ne peut pas exploiter les notions indicielles, justement, parce que c'est une partie, c'est pas une famille. Pour parler de notions indicielles, il faut parler de famille. Alors, je vais le faire à l'instant, mais avant toute chose, ici, quand on a une expression de la sorte, c'est-à-dire quand on multiplie ce qu'on appelle un scalaire avec un vecteur, mais le vecteur ne doit pas être multiplié avec lui-même. Hein. Attention que je ne peux pas avoir ceci. Je ne peux pas avoir un vecteur qui multiplie le vecteur x qui multiplie x, ou si vous voulez x y, ou encore x fois un autre. Voilà, il n'y a pas de multiplication de vecteurs. Il n'y en a qu'un seul. Là, il n'y en a qu'un seul, là, il n'y en a qu'un seul, là, il n'y en a qu'un seul. Et quand il s'agit comme ça qu'il n'y en a qu'un seul, ben, on a ce qu'on appelle une écriture, on a une écriture linéaire. C'est une écriture basée sur, voilà, sur une expression linéaire. C'est une expression linéaire. L'expression est de type linéaire parce qu'on ne multiplie pas x avec quelque chose. Ils sont tous de degré 1, si vous voulez. X, y, voilà. Alors, on a une expression linéaire, hein, on somme les vecteurs, ça donne un vecteur. Mais maintenant, il y a autre chose à savoir. Bon, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit ici, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'ici, il y a le neutre de E, et là, on a le neutre de K. Hein. Voilà. Le neutre de E, le neutre de K, ne sont pas le même. Hein. Parce que si vous avez une expression, un vecteur qui fait x égale 1, 2, 3. Mais là, on a ça appartient à, on a un espace vectoriel sur le champ
R cube. Si je prends x qui est égal à 1, 4, 5, 0, 7, là on a un élément qui appartient à R, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, à R5. Voilà. Quel est le neutre de R cube? Le neutre de R cube, 0E appartenant à R cube, c'est 0, 0, 0. Quel est le neutre de E appartenant à R5? C'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc un espace vectoriel contient toujours un neutre. Hein. Un neutre pourquoi? Mais pour la loi, il est neutre pour la loi T+, hein. Pour la loi additive de l'addition. Hein. Neutre pour la loi additive de l'addition. Voilà. Pas confondre avec le neutre de K. Le neutre de K, c'est un scalaire. Le neutre de K, il vaut 0. C'est le neutre de l'addition plus. Lui, ça c'est le neutre de l'addition T+. Et lui, c'est le neutre de l'addition plus. Donc, si on est dans R, si K égale R, le neutre pour l'addition c'est 0. Voilà, et ça, c'est le neutre de K. Voilà. Alors maintenant, il y a juste un petit truc. Est-ce que les alpha, bêta peuvent être, jusque gamma peuvent être nuls? Oui. Ils peuvent être nuls. Mais s'ils sont tous nuls, qu'est-ce qu'on a? Alpha x, hein, si j'ai tout qui est nul, 0y, plus 3 petits points, plus 0z, vous avez le neutre de E. Vous aurez le neutre de E. Parce que là, on aura 0, oui, on aura 0 plus 0, plus 0, plus 0, plus 0, oui, on aura le neutre de E, qui appartient à R cube, à R5, peu importe. Hein. Voilà, par exemple, j'aurai, si j'ai ceci, par exemple, 0x plus 0y, avec x appartenant à R cube, et y appartenant à R cube, fatalement, parce que si j'additionne, je dois additionner des éléments de même dimension, hein, R3. Voilà, donc c'est un espace vectoriel sur R3, et la dimension c'est 3, on est en dimension 3. C'est-à-dire que j'ai 0 fois 0, 0, non, ici je peux mettre un vecteur quel qu'il soit, 3, 5, 2, plus y qui vaut 0 fois 1, 2, 5. Voilà. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 0 fois 3, 0, 0 fois 1, 0, 0 plus 0, ça fait 0. 0 fois 5, ça fait 0, plus, donc on a 0 fois 5, 0 fois 2. 0 fois 2, ça fait 0. Et 0 plus 0, ça fait 0. Et on traite le troisième élément, qui est 0 fois 2, plus 0 fois 5. 0 fois 2, ça fait 0, plus 0 fois 5, qui fait 0. On a bien le neutre de R cube. On a bien le neutre de R cube. Bon alors, ouais, une combinaison linéaire, c'est ceci. C'est vrai que si vous multipliez par si tous les scalaires sont nuls, vous avez le neutre de E. Ça va d'office. Hein. Voilà, on va avoir le neutre, un cas particulier qui est le neutre de E. Alors, pour éviter justement ce cas particulier et avoir une généralité, on va se dire que les alpha, bêta, gamma sont tous nuls, sauf un nombre fini. Combien? 1, 2, 3, ou ils sont peut-être tous non nuls. Hein. Ah ouais, ils sont pas obligés de... Voilà, ils peuvent être tous nuls sauf un nombre fini, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4. Voilà, et ils sont peut-être tous non nuls. Hein. Ils sont peut-être tous non nuls. Voilà. Donc ça c'est
l'écriture sous forme de partie. Sous forme de partie. C'est comme ça qu'on exprime, je veux dire, une combinaison linéaire au travers des parties. Bon, il va de soi que, bon, on aimerait bien d'avoir, on sent la notion d'indice. Hein. On ressent la notion d'indice, le besoin de notion d'indice. Par exemple, si je prends le vecteur 3 fois 2, 4, 5, plus 2 fois 1, 2, 3, je vais mettre même 4, hein. 4 éléments, je vais mettre le 4 ici, ou 4 éléments, je vais mettre le 1 là, le quatrième, je mets un 0, voilà. Voilà, j'ai deux vecteurs U, V. Alors, quelle est sa combinaison linéaire? Ben, sa combinaison linéaire, ça fait 6, 3 fois 2, 6, plus 1 fois 2, 2. 4 fois 3, 12. 4 fois 3, 12. 2 fois 2, 4. 3 fois 5, 15, plus 2 fois 3, 6. 1 fois 3, 3, plus 2 fois 0. Bon. Voilà, je vais vite corriger avant de voir si je n'ai pas fait d'erreur. « 3 fois 2, ça fait bien 6. 1 fois 2, ça fait bien 2. Voilà, ça c'est bon. Bien sûr, il faut additionner. Hein. C'est ce que je fais, j'additionne. 3 fois 4, 12. 2 fois 2, 4. Et je dois additionner, bien sûr. 3 fois 5, 15. 3 fois 2, 6. Et je dois additionner. 1 fois 3, 3. Et 2 fois 0, 0. J'ai pas fait d'erreur. Donc, ce qui veut dire que le vecteur combini à celui-là, ben, c'est le vecteur 8, 16, 15 plus 6, ce qui fait 21. Et 3 plus 0, ce qui fait 3. Voilà. Ce qui veut dire que là, si j'appelle celui-ci le vecteur U, enfin, ou X, ou enfin, peu importe, ici je vais l'appeler U, fois 2V est égal à W. On va dire que W est combinaison linéaire de U et de V. Et U et V sont les combinés de W. Voilà. Alors si j'avais écrit ceci, est-ce que c'est possible? Non, là, le vecteur W n'est pas combiné de CDC, parce que, voilà, ce vecteur W, là, il vaut 0. Donc, là, il n'est pas combiné. W n'est pas combiné. Là, il n'est pas combiné. Mais précédemment, il l'était. 3 fois 2, 3 fois 2, 6, 1 fois 2, 2, 6 plus 2, 8. Là il est W est combiné. Hein? Donc on va dire que W est combiné. W est combiné de U et V. Voilà. Mais si j'avais mis ceci, 0 ou 1, là, si j'appelle ça X, si j'appelle X, là, qu'est-ce qu'on va dire? Ça, c'est le vecteur X. X n'est pas combiné de U et V. Voilà. Donc là, pour le W, W est combiné de U et V, mais X n'est pas combiné de U et V. Et là, ce sont des vecteurs appartenant à R4. Hein. C'est un champ vectoriel sur le champ R4. R4, parce que le K c'est R ici. Hein. Le K vaut R. Hein. Donc quand je dis R4, c'est le champ K vaut R. Le champ K vaut R. Mais on a 4 éléments, donc voilà. Bon, mais ici en termes de parties, pour définir les choses, c'est pas. Vous avez bien vu ce que j'ai fait. Hein. J'ai fait ceci. J'ai fait 3 fois 2 plus 2 fois 1. Puis j'ai reculé ceci. J'ai fait 3 fois 4 plus 2 fois 2. Puis j'ai reculé ceci. J'ai fait 3 fois 5 plus 2 fois 3. Et j'ai reculé ceci. J'ai fait 3 fois 1 plus 2 fois 0. Alors, pourquoi j'ai fait ceci? Ça, c'est ce qu'on appelle un index.
Donc, on voit que on sent le besoin d'indexation. On sent le besoin d'écriture indicielle, d'écriture indicée. On sent l'écriture avec des pointeurs. Donc voilà. Donc à ce moment-là, on parlera plus de partie. Parce que vous voyez qu'ici, on a X, Y, bon, Z. Alors maintenant, je vais écrire en termes de partie. Eh bien, si je devais écrire en termes de partie, je vais écrire lambda 1, x1, x1 étant le vecteur, hein, plus lambda 2, x2, plus 3 petits points, plus lambda n, xn. Voilà, égale voilà, un vecteur U ou V ou W ou peu importe. Et ça, c'est une combinaison linéaire, bien sûr, pour autant que, encore une fois, si tous les lambdas sont nuls, on a, si tous les lambdas sont égaux à 0, ben, fatalement, le U est égal au neutre de E. C'est un cas particulier. Donc on essaiera de ne pas avoir ce cas particulier parce qu'on sait bien qu'il existe. Voilà, on fera en sorte que U sera une combinaison linéaire dès le moment où on a un seul élément. À partir d'un seul élément, on peut avoir une combinaison linéaire. Mais ceci, c'est ce qu'on appelle une somme. C'est une somme, c'est une écriture sommatoire. Sommatoire indicielle. Donc je peux faire intervenir le sigma de la somme où I partira de 1 jusqu'à n, bien sûr n appartenant à n sauf 0, hein. Parce que déjà si je mets 0, j'ai rien du tout. Alors si je mets 1, ouais, j'en aurai un. À partir de 1, j'en ai rien. Donc si vous voulez, les lambdas peuvent être tous nuls sauf un nombre fini. Voilà. Alors ici on va écrire lambda i, xi. Alors cette écriture indicielle est très très importante, donne lieu à ce qu'on appelle les notions de famille. Une famille, c'est UI, avec I appartenant à un index ou un pointeur, un ensemble d'indexation ou de pointeurs. Par exemple, oui, avant de parler des indexations et des pointeurs ici, je vais donner un exemple pour bien voir les choses. Là, on parle plus en termes de parties, parce qu'il y a des indices. Donc on aura, ici j'ai appelé les vecteurs les xi, donc ici j'aurai des xi, donc x1, x2, jusqu'à xn. Donc on peut montrer quel est le x, xi, x1, x2. Déjà on peut montrer, grâce à un index, ben c'est le 2, on va prendre le x d'index 2. On va prendre le x d'index, voilà. On peut, une fois qu'on a un index, on sait le montrer, on sait aller chercher avec les index et les pointeurs. Bon, généralement, l'informatique utilise beaucoup la notion d'indexation, notamment pour les fichiers indexés, les fichiers qui ne sont pas indexés, et les pointeurs, voilà, ce sont des formes d'indexation. Les pointeurs, ce sont des formes d'indexation où on va rechercher des éléments grâce à des éléments qui sont pointés, donc indexés. Et voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? La notion en informatique d'indexation est très importante parce que déjà les informations sont situées dans un ensemble qu'on appelle la mémoire. Voilà, c'est un peu comme ici, hein, on a un ensemble, mais tout est stocké, ordonné, organisé dans une mémoire. Bon, et grâce à un pointeur, la mémoire est accessible grâce à une adresse informatique. Et grâce à une adresse informatique, on peut pointer, aller chercher l'information nécessaire. Bon, il en est de même pour les lettres. Les lettres, quand une lettre doit arriver à une habitation, bon, l'informatique est basée beaucoup sur ça, hein, sur l'indexation. L'indexation est hyper important en informatique. Aussi bien quand vous faites des algorithmes, bon, l'indexation, vous verrez des I et des J dans tous les sens. Bon, quand vous faites des algorithmes, hein, les I et J, bon, c'est pas ce qui va manquer. Voilà, avec les routines de tournantes ou voilà, les routines voilà, les sous-routines, tout ce qui est sous-routine, voilà, qu'il faut appeler à l'indexation, ça ne manquera pas. L'indexation, on retrouvera notamment pour les valeurs qui sont en mémoire, qu'il faudra les rechercher via des pointeurs, hein, via des pointeurs. Quoi qu'on peut stocker des informations, mais on peut les tirer. Ça, c'est le principe de base de l'électronique. On met des informations, mais on peut les enlever. Et tout ce qui est réseau aussi possède aussi ces indexations. Hein. Tout ce qui est réseau.
Ces adresses, tout ce qui est adresse sont quelque part des indexations. Des indexations, voilà. Et donc, par exemple, je pense à une maison. Une maison, bon, pour envoyer une lettre, on a un émetteur et un récepteur. Et l'émetteur envoie, bien sûr, il met ses coordonnées au cas où il y aurait un retour de lettre, comme quoi la lettre ne passerait pas, hein, si elle ne passe pas via une poste ou l'autre, mais on pourrait avoir un retour à la maison, donc à une adresse connue. On a une adresse connue, et là, on peut avoir un retour. Voilà, tout comme les datas qui transitent par Internet peuvent, s'ils n'arrivent pas, ben, ils peuvent être tentés d'être réenvoyés. Voilà. Et l'Internet n'est que tout simplement, on va dire, une grande vue d'une petite vue qui avait déjà existé auparavant, qui était l'architecture interne des ordinateurs, où il y avait le transit d'informations, ce qu'on appelle les communications à l'intérieur des ordinateurs. Voilà. Et là, à l'intérieur des ordinateurs, les index, c'est pas ce qui manque. Les adressages, c'est pas ce qui manque. Puisqu'en fait, d'un composant à un autre, bon, il y a besoin d'adressage pour communiquer. Voilà. Il y a un émetteur, un récepteur, comme on a un émetteur qui envoie une lettre et un récepteur qui recevra la lettre avec, bien sûr, une adresse postale de départ et une adresse postale de retour. Oui, de retour qui est celle de départ, mais une adresse d'arrivée, c'est ça que je veux dire. Adresse d'arrivée. Voilà. Il y a deux adresses, une au cas où elle n'arrive pas, et en plus de ça, on sait qui a envoyé la lettre, avec une adresse de départ. Et l'adresse de retour est censée être connue, comme par exemple, on doit savoir c'est quel pays, quelle ville, quel code postal, voilà, quelle rue, et quel numéro de rue. Voilà. Et grâce à cette information indexée, mais c'est une indexation, on montre exactement par des informations où il faut aller exactement à l'endroit que l'on veut. Donc ici c'est pareil, ce sont des indices, des index, et ça justement c'est un outil, l'indexation c'est un outil mathématique, hein. C'est pas un outil informatique, c'est un outil, quand vous faites des algorithmes, vous utilisez, je veux dire, des familles, ce sont des familles que vous utilisez, hein. Voilà. Les algorithmes informatiques, c'est d'abord aller créer voilà, voilà, des familles de variables, des familles de variables, comme je vais vous montrer maintenant. Mais avant toute chose, ici, c'est un peu la même chose. Ici, j'ai une famille. Ici, je n'appelle plus ça partie parce que j'appelais ça X, Y, Z. Et là, maintenant, j'appelle ça une famille. F1. Voilà, la famille. Bah, ici, j'ai pas besoin de former de famille, hein. Bon, ici, je prendrai directement de l'ensemble. Bon, j'ai pas besoin de famille ici. Voilà. Quoique ici, ça constitue quand même une famille, hein. On n'a plus alpha, bêta, gamma, mais on a lambda, lambda 1, lambda 2, lambda i. Voilà. Donc les scalaires se dénomment maintenant les lambda i. Donc on a un indice. Voilà, on a un indice. On peut jouer avec des indices, on peut aller chercher n'importe quel indice, et c'est plus compréhensible, c'est plus visible, c'est plus naturel, c'est plus le besoin de s'en faire ressentir au niveau de la création d'index. Et voilà, donc ici on a une famille F1, en fait c'est une partie, mais qu'on appelle une partie indicée. Donc ici l'écriture a complètement été bouleversée. Alors qu'est-ce que c'est que une famille? Ça répond à ceci, UI, pour I appartenant ici à un index. Par exemple, si j'écris ceci, U1, U2, U3, ben, l'indexation, ben, ce sera 1, 2, 3. C'est l'ensemble pour lequel je vais chercher l'indice. L'indice qui est un nombre naturel. Il peut commencer à 1, comme il peut commencer à 5, 10, 15, peu importe, hein. On s'en fout de ça. Mais généralement, en informatique, on commence à 1 pour avoir une certaine organisation. Enfin, en mathématiques, on commence à 1. Même en informatique, on essaie de s'arranger pour arriver pour commencer à 1. Mais si je prends par exemple Excel, si vous prenez une indexation sur Excel dans un tableur, mais l'indexation, si vous avez commencé à quelle cellule? La 10e, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de problème, ce sera la cellule numéro 10, et puis vous faites une indexation par pas de 1. Mais vous pouvez faire une indexation par pas de 2, il n'y a pas de problème. Je peux avoir ceci. 2. Je peux même avoir ceci. 2. Là, il y a une indexation par pas de 1, 2. Non. Si je fais, oui, si je fais 1, 2, 3, il y a une indexation par pas de 1. Si je fais ceci,
Voilà, et une indexation 4. Une indexation par pas de 4. Voilà, en commençant par 1. Maintenant, si je fais ceci, je mets 6, je mets 10, et je mets 4, ça fait 14. Voilà, c'est une indexation. Enfin, l'indice va par pas, commence à 6 et va par pas. Bon, vous comprendrez que ici, pour mes besoins, je vais commencer en 1. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est du n'importe quoi. Hein, du moment que je prends voilà, mais si je fais du n'importe quoi, là, mon organisation, voilà, si je prends 3, 7 et 27, et qu'est-ce qui va rouler? Il y a moyen de trouver une relation entre 3, 7, 27, mais je veux dire, on ne va pas faire du n'importe quoi, bien sûr, dans la recherche d'indices. Hein. L'indice, on est des êtres organisés, on essaie de prendre des indices qui vont faciliter les choses. On va commencer à 1 et on va aller par pas de 1. Donc, on aura lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5. Bon, alors maintenant, quand on me dira lambda 5, je vais aller chercher directement lambda 5. Puisque c'est indexé, le lambda 5, je vais le chercher. C'est un pointeur d'index, je vais chercher le lambda 5, je peux l'extraire. Voilà, je peux aller l'extraire. Donc, si j'ai une famille, ben, je peux extraire par voie d'indice, ou par voie d'indice, je peux aller rechercher l'élément et l'écrire sous forme indicée ou indexée ou pointée. Voilà, donc ici, il s'agit tout simplement d'écriture indicielle. Indicielle qu'on retrouve en mathématiques dans beaucoup d'endroits. On retrouve en sciences beaucoup d'écritures indicées. Voilà, donc ce sont ce qu'on appelle des familles, voilà, voilà, on peut avoir beaucoup en mathématiques, on écrit assez souvent des familles. Et ceci est une famille. Hein. Donc, quand vous écrivez des écritures sommatoires comme ça, avec des indices, ben, on a affaire à une famille. Mais ici, on a deux familles, je dirais. Celle-ci, je n'ai même pas extrait une famille, j'ai pris tout. Voilà, je peux écrire une famille que j'appelle F2, c'est le lambda I, provenant de K, et ça, c'est une famille de XI provenant de E. Voilà. Donc, vous voyez que cette écriture-là, là, vous avez compris que c'est la T de plus. Hein. J'ai directement abrégé en plus. Hein. C'est la T de plus. J'ai abrégé. Voilà, j'ai abrégé. Voilà. Bon, donc ce qui veut dire que cette écriture-là, c'est laquelle? C'est laquelle? Mais cette écriture-là, je viens de mettre. Bon, on a donc ici alpha x plus bêta y plus gamma z plus égal à u. Alors bon, les alpha, bêta, gamma sont tous nuls, sauf un nombre fini, ça veut dire qu'ils ne sont pas tous nuls. Parce que s'ils étaient tous nuls, ça donnerait le neutre de E, mais c'est un cas particulier ça. Voilà. Alors maintenant, voilà, ça c'est ce qu'on appelle une combinaison linéaire des vecteurs alpha, enfin, voilà, une combinaison linéaire qu'on appelle ça. Alors maintenant, ça c'est en termes de partie, mais maintenant, en termes de famille, vous aurez compris que c'est lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus 3 petits points plus lambda n xn égale u. Voilà. Terrible, hein? Cette écriture-là, elle est terrible. Parce que maintenant, regardez qu'ici, maintenant, je sais combien j'en ai. Grâce à l'indexation, je sais combien j'en ai. Et je sais c'est quel terme. Donc, cette écriture est préférable. I égale à 1 jusqu'à n, bien sûr, avec n appartenant à n sauf 0 pour avoir au moins un élément. Hein, des lambda i xi. Voilà, cette écriture-là est très bien, très bien posée. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une combinaison linéaire. Alors maintenant, voyons voir. Donc ça c'est en termes de famille, et ça en termes de partie. Alors, je vais créer une petite combinaison linéaire, non plus avec ceci, mais avec ceci. Je vais prendre par exemple un vecteur x1 appartenant à R cube, qui est 1, 2, 4. Voilà. Un vecteur x2 appartenant. Je vais faire sur un tableau à part pour essayer d'avoir un peu plus de place parce que si je vais me sentir serré. Voilà, tout ça j'ai plus besoin. Bon, c'est bien que ça c'est le plus de la loi E. Voilà, donc s'il n'y a pas d'ambiguïté, je mets plus. Voilà, je vais écrire ici. Je prends d'un ensemble E une famille x1, x2, x3 et je vais regarder si
il est combillé avec un vecteur U. Bon, alors on est sur le champ, sur un champ K, qui est R ici, je prends R, et je prends par exemple, je sais pas, je prends les valeurs 5, 1 et 2. Voilà. Alors, je prends 5, plus 1, plus 2. Voilà. Alors, x1, ça va être par exemple le vecteur x1, x2, x3. On va mettre 0, 1, 2. 0, 1, voilà. Là, j'ai 5x1, plus une fois x2, plus 2 fois x3. Voilà. Donc, on est bien dans R cube, hein, parce que j'ai 3 éléments ici. Voilà. Voilà. Donc, on a 5 fois 0. Si je prends entre 3, 1, moins 1, oui, ici j'ai oublié de le mettre 2, 3, 1, moins 1, et 2, 0, 0, 2, 0, 0. Voilà, là j'ai deux fois, j'ai pris l'élément de R ici, 5, c'est lambda, hein, c'est lambda 1, lambda 1 vaut 5, x1, x1 c'est 0, 1, 2, 0, 1, 2, plus une fois, j'ai pris un élément de R, une fois x2, 3, 1, moins 1, plus 2 fois 2, 0, 0, qui est l'élément x3. Voilà. Alors, je vais regarder s'il est combillé avec un vecteur donné qui est U égale à 0, 1, 4. Alors, est-ce qu'il est combillé? 0, 1, 4. Voilà, ça c'est U. Hein. Là, j'en ai U. Eh bien, vous comprendrez que là, pour savoir s'il est combillé ou pas, il faut créer un système d'équations. Parce que vous allez avoir, grâce au pointage, ici, vous allez avoir, oui, il faut que j'efface bien sûr. Alors vous allez avoir 5 fois 0, ce qui fait 0, plus donc 5 fois 0, plus 1 fois 3. 5 fois 0, 1 fois 3, ça fait 3, point virgule. Non, j'en ai encore un troisième à calculer. Plus 2 fois 2. Plus 2 fois 2. Donc 5 fois 0. Le premier élément, c'est 5 fois 0, ça fait 0. 1 fois 3, 3. 2 fois 2, 4. Donc 3 plus 4, ça fait 7. 7 plus 0, ça fait 7. Donc je me retrouve avec le premier élément qui fait 7. Voilà, 7. Le second élément, il fait 1 fois 5, ça fait 5. 1 fois 1, 1. Et 2 fois 0, 0. 5 plus 1, 6, plus 0, ça fait 6. Ah, je m'excuse ici, je me suis trompé. Hein. Je me suis trompé. 5 fois, je me suis trompé ici. En fait, c'est 5 fois 0. « 5 fois 0. » Vous voyez, plus 1 fois 3. Oui, non, c'est juste. Hein. Parce que 5 fois... Oui, il n'y a pas besoin de système d'équation ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc 5 fois 0, c'est qui fait 5. Je peux m'arrêter déjà ici, hein, parce que là, j'ai déjà pas 0 ici. 5 fois 0, plus 1 fois 3. On a dit 5 fois 0, ça fait 0. 1 fois 3, 3. 2 fois 2, 4, ça fait 7.
Voilà, je peux m'arrêter, j'ai pas besoin de continuer. Il est déjà même pas égal au 0 ici. Il est même pas égal au 0 ici, donc je peux m'arrêter. Voilà, le 5, le vecteur U n'est pas combiné de x1, x2, x3. Donc, mais je vais quand même continuer. Une fois 5, 5. Une fois 1, 1. Ça fait 5 plus 1, ça fait 6. 2 fois 0, 0, ce qui fait 6. Voilà. On a 0. Est-ce que 1 est égal à 0? Ben non. C'est différent. 0, 0, 7. 1, 6, il n'est pas égal. Et le dernier, il doit faire 4. 5. De toute façon, ici, on peut s'arrêter déjà au premier. Il est déjà même pas égal. 5 fois 2, 10. 10. Moins 1, plus 0. 10 moins 1, 9. Ben, il n'est pas combiné. Donc, U n'est pas combiné de x1, x2, x3. Voilà. Alors je peux regarder s'il est combiné de x1, x2 ou de x1 tout seul. Hein. Alors maintenant, on peut avoir une seule combinaison linéaire. Hein. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle, on a une proportion, on n'a plus de somme. Hein. Si on a sigma est égal à, enfin, i est égal à 1 jusque n, enfin, et que n vaut 1 de lambda i xi, mais là j'ai tout simplement le vecteur u qui vaut quoi? Il vaudra lambda 1 x1. Là on n'a qu'un seul vecteur parce qu'il va de 1 à 1. On n'a pas de sommation, j'ai déjà dit que ça j'ai déjà vu. Hein. Quand on a une sommation de 1 à 1, c'est considéré comme une sommation, mais c'est pas une sommation, parce qu'en fait, mais c'est considéré comme une sommation. Elle a été prise comme étant une sommation, parce qu'il n'y a pas de somme. Il n'y a pas de somme. Il y a un élément où il n'y a pas de somme, c'est justement le n égale 1, mais on le prend en tant que sommation. Voilà, voilà. Et là, qu'est-ce que c'est? Ben c'est une proportion. Hein. Voilà. U est proportionnel à x1. U est proportionnel à x1. Alors maintenant, vous allez voir tout de suite quelque chose. Quand on parle de combinaison linéaire, on ne peut pas y échapper. Parler de combinaison linéaire, c'est parler de système d'équations. Et parler de système d'équations, c'est parler de combinaison linéaire. Voilà. Donc on ne peut pas y échapper. La combinée est utilisée en géométrie vectorielle, en géométrie dans beaucoup en analyse, en beaucoup d'endroits où on a des espaces vectoriels, mais qu'on a cet outil de combinaison linéaire qu'on applique. Pour autant que dans des expressions linéaires, bien sûr. Hein. Pour autant qu'on a des expressions linéaires, on a ce qu'on appelle des combinaisons linéaires qui interviennent. Et donc là où on a des espaces vectoriels avec des expressions linéaires, ben, il n'y a aucun souci. On aura des combinaisons linéaires. Et donc, ça fera appel au système d'équations. Et quand on fera appel au système d'équations, ben, il y aura souvent des combinaisons linéaires. Alors maintenant, voyons voir la chose. Si j'écris, est-ce que le vecteur, faut que je prenne un système voilà, qui va me donner un résultat. Bon, je vais créer un système ici, d'équations, mais je vais faire en sorte que je connais les solutions. Hein. 3 fois 1, plus 2 fois 2 plus 3 fois 4. Voilà, et ça, supposons que c'est la solution. Alors, 2 fois 1 plus 1 fois 2 plus 0 fois 4. 1 fois 1 plus 2 fois 1 plus... oui, ici, je vais mettre 2 plus 1 fois 4. Voilà. Je vais créer un système d'équations, faire semblant que, bon, parce qu'il faudrait que je n'ai pas de système d'équations ici, personnellement, donc je vais en créer un en vitesse, et vous montrer quelque chose par rapport aux combinaisons linéaires et les systèmes d'équations. Bon, tout d'abord, regardons ceci. 1 fois 3, 3. 2 fois 2, 4. 3 plus 4, 7. 7 plus 3 fois 4, 12. 7 plus 12, ce qui fait 19. 2 fois 1, 2. 1 fois 2, 2. 0 fois 4, ce qui fait 2 plus 2, ça fait 4. 1 fois 1, 1. 2 fois 2, 4. 1 fois 4, 4. 4 plus 4, 8. 8 plus 1, 9.
Bon, maintenant, voyons voir. Remettons, faisons comme si nous ne connaissions pas les solutions. Hein, les solutions sont 1, 2, 4. Voilà. Faisons en sorte que nous ne les connaissions pas. On aurait ceci. Voilà. 3x plus 2y plus 3z. 2x, voilà, plus 1y plus 0z, 1x plus 2y plus 1z. Voilà, je prends cet exemple-là. Je prends cet exemple-là pour expliquer les combinaisons linéaires et voir si, des vecteurs sont en combinaison linéaire par rapport à d'autres, ben, il faut utiliser les systèmes d'équations. Vous allez voir tout de suite. Mais tout d'abord, je vais encore vérifier. Une fois 3, 3. 2 fois 2, 4. 4 fois 3, 12. 12 plus 4, ça fait 16. Et une fois 3, 16 plus 3, ça fait bien 19. Une fois 2, 2 plus 2, ça fait 4. Là, on a 0, on a bien 4. 1 fois 1, 1. Plus 2 fois 2, 4. Ça fait 5. Et une fois 4, 4. 5 plus 4, ça fait 9. Voilà, j'ai bien mon système. Alors, pourquoi j'ai créé ce système? Bon, je fonctionne à l'envers pour avoir un exemple, hein, parce que j'ai pas d'exemple ici pour vous montrer. Donc, je vais créer cet exemple-là, le système d'équation. Tout ça pour vous dire quoi? Que, supposons que je dise... on va dire que on est dans R-cube. On le voit tout de suite qu'on est dans R-cube. Donc, mon vecteur, j'aurai U, est égal à... j'ai combien de vecteurs? Ben, j'aurai le vecteur x1, le vecteur x2, le vecteur x3. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ce x, y, z? En fait, c'est tout simplement ce lambda 1, lambda 1, lambda 1. Voilà. Donc, j'aurai lambda 1 x1 plus lambda 2 x2. Donc, y est mon lambda 2 et le z est mon lambda 3. Et donc là, j'aurai plus lambda 3 x3. Alors, les vecteurs x1, vous aurez compris que x1, c'est 3, 2, 3. x2 est égal à 2, 1, 0. Et x3 vaudra x3 est égal à 1, 2, 1. Voilà. Voilà l'écriture. Donc, on se pose la question. Bon, ça, on fait semblant qu'on ne connaît pas, hein, bien sûr, c'est le système d'équation. Alors, on fait semblant qu'on ne connaît pas donc, le résultat. On se pose la question, est-ce qu'on a trois vecteurs, x1, x2, x3. x1, c'est 3, 2, 3. Hein, composé, donc on est dans R3. x2, c'est 2, 1, 0. Et x3, c'est 1, 2, 1, 2, 1. Alors, on se pose la question suivante. Est-ce que... quelles sont les valeurs de lambda doit-on avoir? Lambda sont des coefficients, mais on appelle aussi ce sont des constantes. Hein. Quelles sont les constantes qu'on doit avoir en lambda 1, lambda 2, lambda 3 pour que quand on multiplie, ça donne qu'un seul résultat, je vous le dis tout de suite. Hein, parce que on n'a pas 36 résultats. Hein. Si vous faites lambda 1 fois x1, plus lambda 2 fois x2, plus lambda 3 fois x3, ça ne donne qu'un résultat. Quand vous faites 5 plus 7, ça fait 12. Hein. Ça fait rien d'autre. Pourquoi ça fait 12? Mais tout simplement parce qu'on est dans les espaces vectoriels. Et quand on est dans les espaces vectoriels, on a la notion de groupe. Et qui dit groupe dit loi de composition interne, donc dit application. Voilà, on a une application. Quand on fait agir deux éléments entre eux, le résultat, on n'en a qu'un seul, on n'a pas 10. Voilà, et donc c'est pour ça que ici, si vous mettez un lambda fois x1 plus un lambda fois x2 plus un lambda 3 fois x3, on n'a qu'un seul résultat possible. Voilà, et ça pour chaque valeur ici, 3, 2, 1, et puis voilà, qui doit donner 19. Bien sûr, j'ai oublié de mettre le U. Le U, c'est 19, 4, 9. Voilà, le U, c'est 19, 4, 9. Alors, si on se pose la question ici, bien sûr, ça il faut cacher.
Et on peut chercher lambda 1, lambda 2, lambda 3. De telle manière à ce que lambda 1 fois x1 plus lambda 2 fois x2 plus lambda 3 fois x3 fasse le vecteur u. Bon, est-ce que c'est possible? Pas toujours. Est-ce que la combinaison linéaire existe? Pas toujours. Pas toujours. On n'a pas toujours une combinaison linéaire. Je vous l'ai montré avant ceci. Il n'y a pas de combinaison linéaire entre u et deux vecteurs donnés. J'avais donné deux vecteurs, j'ai demandé si c'était combinaison, ben non. Par contre ici, x1, x2, x3 sont combinaisons linéaires de u. Pourquoi? Parce qu'il existe lambda 1, lambda 2, lambda 3, il existe des lambda i, tels que lambda 1, x1, plus lambda 2, x2, plus lambda 3, x3, face u. Et ces lambda, ben c'est lambda 1 vaut 1, lambda 2 vaut 2, et lambda 3 vaut 4. Alors, rechercher si on a une combinaison linéaire voilà, de vecteurs, c'est tout simplement, bien sûr, ici vous avez remarqué qu'il y a une simultanéité de l'égalité. Hein. L'égalité doit être égale. Le premier avec le premier doit être égal au premier. Quand on les somme, bien sûr. Hein. Lambda 1 fois 3 plus lambda 2 fois 2 plus lambda 3 fois 1 doit être égal à 19. Lambda 1 fois 2 plus lambda 2 fois 1 plus lambda 3 fois... Enfin, je m'excuse. Je recommence. La simultanéité doit être perceptible. On a lambda 1 fois 3 plus lambda 2 fois 2 plus lambda 3 fois 1. Puis est égal à 19. La deuxième simultanéité, qui est par rapport à la première que je viens de vous citer, on aura lambda 1 fois 2 plus lambda 2 fois 1 plus lambda 3 fois 2 est égal à 4. Voilà, ça c'est la deuxième simultanéité. On a une troisième, et ils vont rentrer tous les trois en simultanéité directe, les trois en même temps. Ce sera, la troisième c'est lambda 1 fois 3 plus lambda 1 fois 3 plus lambda 2 fois 0 plus lambda 3 fois 1 égale 9. Et tout ceci c'est en simultanéité. Et c'est d'où la simultanéité qu'on a du système ici. Le système ici est fait de manière simultanée. Voilà, tout doit être fait en simultanéité, c'est-à-dire en une fois. En une fois, la réponse doit être donnée de manière limpide en une fois. C'est ce qu'on appelle une simultanéité des résultats. On a une simultanéité au niveau des vecteurs, mais on a qui établit. Bien sûr, on a une combili qui va, pour rechercher les lambda, faire référence à un système d'équations. Donc, les combili parleront du système d'équations, feront intervenir le système d'équations. Et ici, est-ce que c'est toujours possible de trouver une solution? Pas toujours. Ça dépendra du système que l'on a en présence. Un système peut donner une solution, ou, je veux dire, peut-être impossible. Ici, on a un système 3x3, de système de Cramer. Si on regarde le déterminant ici, les différents zéros. Les différents zéros, donc en fait, on a des solutions possibles. On a des solutions possibles. Alors, si je cherche le déterminant ici, de la matrice des coefficients 3, 2, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 1, ben, les différents zéros, donc le système est possible. Le système est possible. Voilà. Voilà. Donc, qui dira... Donc, ça veut dire qu'il existe lambda 1, lambda 2, lambda 3. Quand on recherchera quand est-ce qu'il y a une combinaison linéaire, il faut pour ça faire intervenir des systèmes d'équations qui vont intervenir en simultanéité pour dire si on a une combinaison ou pas. Mais maintenant, les systèmes d'équations en résolution vont faire intervenir des combinaisons d'office. Hein. Voilà, le problème là, c'est que... Enfin, c'est pas un problème, c'est justement... C'est un outil, la combinaison linéaire est un gros outil. C'est ça que je vous disais que les combili vont introduire des systèmes d'équations, mais les systèmes d'équations vont introduire des combinaisons linéaires. Donc c'est un excellent outil de mathématiques, les combinaisons linéaires, bon, voilà, c'est comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une équation? Une équation, ça s'écrit comme ceci. En 1, lambda 1, où lambda est l'inconnu bien sûr, ou la variable ou l'inconnu, plus A2, lambda 2, plus 3 petits points, A3, lambda 3 égale à B. Ça, c'est ce qu'on appelle une équation. C'est une expression de type linéaire, voilà, linéaire, où les lambdas sont les inconnus, hein, ou les variables, et A1 sont si vous voulez, les constantes ou les coefficients qui se trouvent devant les inconnus. Voilà. Est égal à un terme indépendant. B, c'est un terme indépendant, mais attention que ce terme indépendant doit être aussi linéaire. Donc c'est une équation linéaire, c'est les deux membres qui sont des expressions linéaires. Il n'y en a pas qu'une seule qui est linéaire, c'est les deux. Une équation A
deux membres, et donc fatalement, la membre de gauche est linéaire et la membre de droite est linéaire. Alors maintenant, si b égale 0, on a une équation homogène. Une équation homogène. Alors, ça c'est une équation. Mais un système d'équations, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un ensemble, c'est un système qui réunit plusieurs équations. Elle est composée de plusieurs équations. Et toutes des équations linéaires de cette forme-là. C'est un, voilà, elle est composée que d'équations linéaires. Mais maintenant qu'on a plusieurs équations, intervient la notion de plusieurs équations. Donc on aura l'équation numéro 1, 2, jusque, je sais pas moi, l'équation numéro m. Jusqu'à l'équation numéro m. Voilà. Alors, elles sont dénotées comme ceci, mais alors à ce moment-là, il manque un indice. Vous comprendrez qu'on ressent encore une fois le besoin d'un nouvel indice, puisque le A, oui, c'est la première, et le A1, c'est la première ligne, je suis d'accord. C'est la première ligne. Là, c'est la deuxième ligne, 3 petits points. Là, c'est la m-ième ligne. Bon, ici, je peux faire un système à n inconnu, n variable. Hein. Donc, je vais appeler ça AN lambda n. Voilà. Ça, c'est un système d'équations. Voilà. Alors maintenant, je vais remplir les nouvelles. Donc, j'aurai lambda 1 plus A2 lambda 2 plus 3 petits points plus AN lambda n égale B. B1 parce que c'est la première équation, B2 c'est la deuxième. Alors, lambda 1 plus A2 lambda 2 plus 3 petits points plus AN. Oui, lambda n est égal à B m. Parce que on a m ligne. Ça, c'est la m-ième ligne. Donc, la m-ième équation. Alors maintenant, il y a juste une petite chose à régler. On a une petite chose à régler. C'est que ici, on ressent le besoin de, bon, j'ai un A2 et un A2. J'ai un, voilà, pour éviter de confondre cet A2 là et cet A2 là, voilà, pour éviter de tout confondre, comme on a fait intervenir une indexation en ligne, ben, il existe aussi une indexation en colonne. Ça veut dire qu'ici, je vais appeler ça l'élément de la première colonne, première colonne, deuxième colonne, deuxième colonne, deuxième colonne, énième colonne, énième colonne, énième colonne. Et là, on a ce qu'on appelle un système de m équations linéaire, bien sûr, à n inconnu. Voilà. Quand on a ceci, c'est un système qui répond à une simultanéité où les expressions du membre de gauche sont linéaires et les membres de droite sont linéaires. Donc, les combini vont faire intervenir les systèmes d'équations de ce type-là. Et alors, bon, il y a des techniques de résolution des systèmes d'équations. Les systèmes d'équations, on peut les résoudre de différentes manières suivant des cas de figure. C'est des cas de figure qui vont nous cheminer vers une résolution bien déterminée. Mais avant d'entamer la recherche des solutions lambda 1, lambda 2, lambda n, bien sûr, il faut voir si le système est compatible, s'il est possible de trouver des solutions, parce que parfois il y a des critères qui disent que, avant toute chose, l'équation est impossible. Donc il ne faut pas chercher de solution si l'équation est impossible. Donc il ne faut pas perdre son temps à chercher quelque chose qui n'existe pas. Donc parfois, avec des critères qui nous permettent de dire si le système est compatible ou pas, via des critères, ben on s'arrête là, on n'a pas à chercher des solutions. Certaines personnes commencent à chercher des solutions là où il n'y en a pas. Il n'y en a pas puisque le système est incompatible. Donc fatalement, la personne recherche quelque chose qui n'existe pas, donc elle ne trouvera pas. Alors ceci, vous comprendrez que c'est une sommation. Elle peut être écrite sous forme sommatoire. Et sous forme sommatoire, ben, c'est un produit. On reconnaît ceci. On reconnaît la sommation pour k égale 1 de A, I. Bon, ça, c'est pour les éléments C, I, J, n'importe quel élément C, I, J, A, I, K, fois lambda KJ avec, non, on va jusque P. P, mais P, c'est quoi P? P, c'est n équation. On ira jusqu'à n équation. P, ça. Alors, ça, vous reconnaissez le produit matriciel. Donc, ce qui va faire ça, ce que j'ai marqué là, c'est tous les éléments que vous allez avoir, bien sûr, qui doivent être égaux
au BJ, hein, qui doivent être égales au B. Oui, ici j'ai oublié quelque chose. B1, B2. Non, mais ça va, je peux laisser ça comme ça. Donc ici, qui doivent être égales au B et J. Ouais, mais les B et J, vous allez voir que c'est tout simplement BI1. BI1. Alors, comment écrire ceci? Ben, vous avez tous deviné qu'il existe un produit matriciel. Hein. C'est la matrice des coefficients fois la matrice des inconnus, qui va donner la matrice, la matrice des termes indépendants. Donc, on aura la matrice A fois la matrice B est égale à une matrice C, mais la matrice ici, C ici, c'est la matrice des termes indépendants. Déjà, le B, c'est ce qu'on appelle les inconnus. Dans mon cas ici, c'est lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n. Alors, ici, la matrice des coefficients, ben, c'est une m fois n. Celui-ci, pour que ce soit possible, ça doit être une n. Et on mettra une n fois 1. Voilà. Et le résultat sera une m fois 1. Donc, ça, ce sont la matrice des termes indépendants. M fois 1. Le résultat, Martin, Nestor, ben, je mettais un P. Oh, ça va. Martin, Nestor, fois 1. Et là, on a une M1. Voilà. Alors, quand le B égale 0, on a un système homogène. Voilà. Ben, il faut que tous les B soient nuls. Hein. S'il y a quelques B qui valent 0 et les autres non, à ce moment, on a un système complet. Un système complet. Voilà, on aura un système complet. Puisque tout est complété en termes indépendants. Voilà. Système complet. Ben, maintenant, un système complet peut être de Cramer ou pas. Ça dépendra quel type de système qu'on a. Si on a un système complet de Cramer, un système de Cramer, c'est un système où m égale n. On a une matrice carrée là et là. Voilà. Mais si j'ai pris un cas général, on a une matrice rectangulaire. M équation, un inconnu, c'est la matrice des coefficients ici, qui sont uniquement la matrice des A. Donc les A et J. On a la matrice des A, I, J, et là on reprend la matrice des lambda 1 jusque lambda n, puisque ici on a une matrice de n inconnu. Voilà, lambda 1. Bon, maintenant je peux appeler ça les x1. Hein. Voilà, mais les x peuvent être utilisés. Attention, pas confondre le x de l'espace vectoriel de xi qui est la variable. Voilà, c'est pour ça qu'ici j'ai mis lambda. Pas confondre xi et xi. Voilà, xi ça c'est de l'espace vectoriel. Le xi ici, xi par exemple, par exemple si je prends x2, là c'est par exemple 3, 2, 4, c'est un élément appartenant à R3. Voilà, mais x2, ben, c'est une inconnue. Hein. Si on serait dans un système, voilà, un inconnu pour l'équation. Alors, pas confondre une combinaison linéaire d'une équation, d'un système d'équations. Je vous ai exprimé les trois façons de voir. On a ce qu'on appelle une combine. Qu'est-ce que c'est qu'une combine? Qu'est-ce que c'est qu'une équation? Et qu'est-ce que c'est qu'un système d'équations? Vous pouvez les distinguer tous les trois. Bon, ça c'est un système d'équations. Si j'en ai qu'une seule, c'est une équation. Et une combine, bon, ça a à voir avec les vecteurs. Pas tout confondre non plus. Hein. Voilà. Donc ici on a AX égale B. Et le B c'est la matrice de termes indépendants, c'est-à-dire ben, ce sera B1 jusque BN. BM. BM de Martin. Nestor. Là il y a un N inconnu. Là ça va jusque Martin. Il y aura matrice des coefficients. Voilà, la matrice des inconnus et la matrice des termes indépendants. Voilà. Et il y a des techniques de résolution.
par les matrices, avec bien sûr des critères pour savoir si c'est possible, si c'est incompatible, compatible, impossible. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il bon, il existe différentes techniques aussi de résolution des systèmes d'équations. Hein. Par système de Cramer, si on a un m fois n, l'élimination de Gauss, la technique et la méthode de Gauss-Barreis, la technique de Gauss-Jordan. Enfin, il existe beaucoup voilà, par les espaces vectoriels, hein, par les espaces vectoriels et les sous-espaces vectoriels. Hein, on recherche la dimension de l'espace vectoriel. À partir de ça, on sait déterminer le nombre de, voilà, on peut déterminer les solutions à partir des espaces vectoriels. Voilà. En tout cas, ce qui va entrer en jeu énormément ici, dans les systèmes d'équations, ben, c'est les combinaisons linéaires. Il n'y a pas photo. Qui dira euh, euh, équation dira combinaison linéaire. Qui dira combinaison linéaire dira en général, pas toujours, mais système d'équations. Voilà, je vous remercie.